Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire sur le sujet de l'accueil des apprentis en situation de handicap dans votre CFA, où on va vous présenter les outils et les financements qui sont à votre disposition. Et je vais avoir le plaisir aujourd'hui de co-animer ce webinaire avec Valérie Delbray de l'AGFIP. Valérie, je vous invite à vous présenter. Alors moi, je suis chargée d'études et développement donc à la GFIP et j'ai une double casquette, on va dire, puisque je viens en appui de l'équipe de la coordination nationale RHF et j'ai un pied sur le terrain puisque, je suis coordinatrice au niveau de la RHF Occitanie. Merci beaucoup Valérie. Alors moi-même, donc je m'appelle Bérangère Josub. Je travaille au sein de la direction partenariat et alternance de l'OPCO-EP en tant que chef de projet développement de l'alternance. Et puis je vais en profiter également pour remercier, vous ne la verrez pas, Audrey, ma collègue Audrey Lefebvre, qui est responsable marketing digital et qui s'occupe de tout l'aspect logistique et technique de ce webinaire. Donc au fur et à mesure de cette présentation, je vais vous communiquer des données issues de l'enquête 1000 CFA 2023. Donc, comme vous apercevez, cette petite bulle bleue là sur la slide. Alors, pour rappel, hein, chaque année, alors depuis 4 ans déjà, les conseillers sur les territoires vont à la rencontre des CFA afin d'échanger avec eux sur les différentes thématiques, dont la thématique du handicap. Donc, c'est vrai que ça nous semblait opportun de profiter de ce webinaire pour pouvoir partager avec vous les données récoltées auprès des 1000 CFA qui ont été rencontrés. Donc, si les CFA sont plutôt bien organisés pour pouvoir accompagner les apprentis en situation de handicap, pour autant, 56% d'entre eux ont déclaré être intéressés par une présentation de l'offre de service de la GFIP. Donc, ce sera chose faite à l'issue de ce webinaire. Les 2 premiers points, donc les fondamentaux sur l'accessibilité et la compensation des alternants en situation de handicap et pour une formation à portée de tous, vous seront présentés par Valérie. Ensuite, je reprendrai la main pour vous parler des modalités de prise en charge et des financements proposés par OPCO-EP. Quelques chiffres maintenant. 1100 salariés œuvrent au sein de l'OPCO-EP sur l'ensemble du territoire, y compris les DROM, et sont répartis sur 95 implantations. L'OPCO-EP est l'OPCO qui regroupe le plus grand nombre de TPE et d'apprentis. Donc, vous voyez, l'OPCO-EP, c'est 434 600 entreprises, dont presque 400 000 ont moins de 50 salariés et 2,4 millions de salariés. Ces entreprises appartiennent à nos 53 branches professionnelles, ainsi que les entreprises de l'interprofession, regroupées en 4 grands secteurs d'activité que sont l'artisanat alimentaire, les professions libérales, l'artisanat de service et les services de proximité. OPCO-EP en lien au quotidien avec les CFA. Alors, il y a un animateur partenariat alternance sur chacune des régions, un conseiller en formation dédié à chaque CFA, une information continue via les actualités, les webinaires, mais également les lettres prestataires de formation, le hub de l'alternance, qui est vraiment la plateforme incontournable pour pouvoir mettre en relation les entreprises du champ de compétences d'OPCO-EP qui souhaitent recruter un contrat d'apprentissage ou un contrat de pro, et puis les alternants qui sont en recherche d'entreprise, les CFA et également les acteurs de l'emploi, avec un espace dédié pour chacun. Le portail Action Apprentissage que vous connaissez toutes et tous, et puis une page dédiée au handicap sur le site de l'OPCO-EP avec des fiches techniques, des vidéos explicatives, de belles histoires sous la forme de témoignages, des articles, des liens vers les outils qui peuvent vous être utiles, donc bien évidemment les outils et solutions de la GFIP. Les solutions partagées d'OPCO-EP avec les CFA.
eh bien, il y a les appels à projets investissement à destination des CFA, qui permettent depuis 2 ans notamment de cofinancer des équipements favorisant l'intégration et l'accompagnement des apprentis en situation de handicap. Et puis, je vous ai parlé tout à l'heure de 1000 CFA, eh bien, c'est la préparation de la rentrée 2023 avec les CFA. Alors, dans 1000 CFA, nous avons abordé différents sujets, dont l'intégration des jeunes en situation de handicap, la sécurisation des parcours des alternants et le développement de la mobilité. En quelques chiffres, l'alternance, eh bien, 14 branches professionnelles concentrent 87 des contrats qui ont débuté en 2022, dont 3 branches représentent 40 près de 40 à elles seules. Ces 3 branches sont la boulangerie-pâtisserie, la coiffure et l'immobilier. Près d'un contrat sur 5 est signé dans le champ d'OPCO-EP, hein. Je vous disais tout à l'heure, l'OPCO-EP est l'OPCO qui regroupe le plus grand nombre de TPE, mais également le plus grand nombre d'apprentis. 164 732 contrats signés en 2022, dont 90 sont des contrats d'apprentissage. Et près de 3 contrats sur 4 sont exécutés dans des entreprises de moins de 11 salariés, donc dans des TPE. Ici, vous voyez les principaux diplômes préparés. Donc, on retrouve les métiers de la coiffure, un pâtissier, boulanger. Donc, on voit majoritairement que nous sommes plutôt sur des diplômes de niveau bac et infra-bac. Et OPCO-EP a une typologie d'apprentis qui lui est vraiment propre, puisque un tiers des alternants ont entre 15 et 18 ans, dont 85 d'entre eux préparent des formations de niveau inférieur ou égal au bac. Alors, avant de laisser la parole à Valérie sur les fondamentaux sur l'accessibilité et la compensation des alternants en situation de handicap, donc quelques petites données issues de l'enquête 1000 CFA. Donc 98 des CFA ont désigné un référent handicap. Alors pour les 2 des CFA qui n'ont pas désigné de référent handicap, ils se font accompagner d'un CFA externe. 97 des référents handicap disposent de temps dédié pour pouvoir effectuer leur mission et 88 d'entre eux, eh bien, ont pu bénéficier d'une formation spécifique sur le sujet. Voilà Valérie, je vous laisse la parole. Alors, ce que je vous propose, dans un premier temps, c'est d'échanger sur la notion d'accessibilité pour bien qu'on soit raccord sur le sujet de l'accessibilité. Alors, quand on parle de handicap, le handicap, il survient quand une personne, dont certaines de ses capacités sont altérées, ou qui se trouve dans un environnement inadapté, qui la limite dans ses activités. Donc, quand on prend le champ de la formation, hein, on prend effectivement l'environnement dans lequel l'apprenant va évoluer dans un champ qui ne lui sera pas forcément adapté, donc avec un référentiel formation qu'il faudra compenser à travers des aménagements. Alors quand on parle de compensation du handicap, c'est un droit individuel. Un droit individuel attaché à la personne. C'est-à-dire que la compensation, c'est une situation donnée par rapport à une personne qui rencontre effectivement des difficultés et où on va devoir adapter, et donc mettre en place un plan individualisé de compensation, donc d'adaptation par rapport à son parcours de formation. Quand on parle d'accessibilité, là, on est dans un devoir sociétal. C'est-à-dire que moi, souvent quand je présente l'accessibilité, je dis on est dans les poupées russes, vous savez, les poupées qui s'emboîtent. L'accessibilité, c'est la première poupée au cœur de cet enchevêtrement. Au-dessus, il y a une politique handicap et au-dessus, la RSE. C'est-à-dire que l'accessibilité fait corps avec la responsabilité sociale de l'entreprise. Alors bien entendu avec Calliope, donc la certification nationale, parce qu'il n'y a pas que Calliope, il y a d'autres aussi certifications qualité. Calliope a mis effectivement en route
pour les organismes de formation et pour donc les CFA, des exigences particulières par rapport à la notion d'accessibilité, donc de l'accueil et de l'accompagnement des personnes qui se trouvent en situation de handicap dans le champ de la formation. Donc l'accessibilité, vous voyez, c'est un petit peu une vision un peu plus macro et la compensation, un droit individuel attaché à la personne. Alors je vous ai mis un petit dessin qui permet de parler de manière un peu plus poétique. Alors c'est un référent handicap qui a participé à une formation devenir référent handicap en Occitanie et qui nous a fait ce dessin, qui l'a communiqué à la formatrice. Et j'ai trouvé que c'était quand même une belle manière de parler de l'accessibilité. Donc je vous le lis tout simplement. Quand une fleur ne fleurit pas, on corrige l'environnement dans lequel elle pousse, mais pas la fleur. Voilà, c'est ça l'accessibilité. Quelques chiffres pour lutter un peu contre les idées reçues. Il faut savoir qu'on a 5%, parce que souvent quand tu vois des organismes de formation, quand tu es en lien avec des organismes, des référents handicap ou des directeurs, ils disent: «Moi, nous, on n'accueille pas de personnes en situation de handicap». Et c'est là, effectivement, qu'est-ce que c'est que le handicap? Donc il faut savoir que 5% des personnes qui sont handicapées sont en fauteuil roulant. Donc c'est pas la majorité. On a 80% des situations de handicap qui sont des handicaps invisibles. Voilà, quand on parle du handicap, souvent, c'est ce qu'on a sur les toilettes les toilettes, le fauteuil roulant. Non, il faudrait un petit peu changer aussi nos cultures, de l'inclusion. C'est-à-dire que, voilà, le handicap, 80% invisible. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 85% du handicap survient à l'âge adulte. Donc ce ne sont pas des le handicap n'est pas forcément de naissance. Donc survient après l'âge de 16 ans, c'est-à-dire au cours de la vie. Effectivement, on peut avoir des situations de handicap qui, apparaissent. Alors, tout type, donc c'est lié à la personne, donc tout type de handicap qui surviennent à l'âge adulte. Et pour les entreprises, il y a que 15% des embauches qui nécessitent un aménagement de poste. Voilà, ça permet effectivement d'avancer sur les idées reçues et de bien comprendre que, le handicap, ça nécessite du repérage. Ça nécessite de l'accueil, ça nécessite de faire connaître aussi le référent handicap à qui s'adresser. J'avais encore un appel ce matin, d'un apprenant, en alternance qui me disait: «Mais oui, mais moi comment je fais?» voilà, «pour, avoir des aménagements dans le cadre de mon parcours de formation?» Et mais c'est ça, en fin de compte, lutter contre les idées reçues, c'est pas forcément un fauteuil roulant, mais effectivement des personnes qui ont besoin d'adaptation. Alors les fondamentaux, l'accessibilité, quand on parle de l'accessibilité, en quoi ça consiste? Alors comme dans la compensation, l'accessibilité, c'est lever les obstacles. Mais lever les obstacles de manière systémique, environnementale, sur les comportements personnels et qui empêchent la personne d'atteindre les pleins potentiels dans un parcours de formation. De prendre part aux activités aussi, dans le cadre de son parcours. Alors là, l'alternance, c'est à la fois un parcours dans l'organisme, mais c'est un parcours aussi dans l'entreprise. Donc de prendre part dans sa vie et de contribuer à la société. Alors il y a un triptyque qui est, voilà, juste en le parcourant, vous allez comprendre vers quoi on tend sur l'accessibilité. Vous avez une première photo qui est une égalité simple. Voilà, chaque personnage a eu une adaptation pour pouvoir voir le match, et observer ce qui se passe sur le terrain. Seulement, effectivement, le petit personnage, il est un petit peu embêté, voilà. Là, on est dans une égalité simple. Sur la deuxième photo, on est sur la compensation. On a un petit peu réfléchi, on a dit: «Ben, on va rehausser un petit peu le petit personnage pour qu'il puisse effectivement regarder le match et participer, pleinement à ce qui va se passer sur le terrain». Et sur la troisième photo, là, on est dans l'accessibilité. C'est qu'on a réfléchi à l'environnement. Ben voilà, en réfléchissant, on a enlevé la barrière et là, effectivement, il y a une accessibilité pour l'ensemble des personnages. Voilà vers quoi on tend sur l'accessibilité. C'est lever les obstacles. Alors l'accessibilité, bien entendu, vous savez que vous avez des obligations en tant qu'organisme de formation, ça je ne vais pas vous l'apprendre. Donc l'accessibilité, pour un organisme de formation, elle constitue
un ensemble de moyens matériels et humains. Hein, je ne parle pas d'aide humaine, hein, matériel et humain. Voilà. Pour permettre à tous, et notamment hein, les personnes en situation de handicap, quand je dis tous, là on est accessibilité, quand on parle des personnes en situation de handicap, de bénéficier de l'offre de formation. D'accord? Donc ça, c'est un premier enjeu et ça, c'est une obligation. Il y a eu le principe d'égalité de traitement vis-à-vis des personnes en situation de handicap, qui a été établi par la loi de 2005, hein, la loi handicap de 2005. Donc, ça fait un petit moment, nous sommes en 2023. Et puis, ben, il y a la loi de 2018 que vous connaissez tous, avec la loi Avenir professionnel, hein, la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage, voilà, qui a amené effectivement cette certification nationale qualité et avec un référentiel où l'accessibilité traverse l'ensemble du référentiel. Voilà. Dans la version 8, je pense que la version 8 proposera, puisqu'on en est à la version 7, proposera effectivement d'aller un petit peu plus loin aussi sur l'accessibilité. Alors, l'accessibilité pour les obligations des OF, c'est alors je ne sais pas parce que j'ai pas le même voilà. L'organisme de formation doit tenir compte des contraintes particulières qui sont liées à la situation de la personne. Alors que ça soit un handicap ou que ça soit des troubles de santé invalidantes, hein, en adaptant les formations qui sont dispensées. Si vous ne faites pas ça, vous êtes dans une posture discriminatoire. Il faut le savoir, c'est en rouge. Pas prendre les besoins spécifiques particuliers liés au handicap, c'est une discrimination. C'est important parce que vous vous mettez hors la loi. Alors juste avant que vous n'enchaîniez sur le point 2, Valérie, Mmh. donc données issues de 1000 CFA, donc 75% des CFA n'ont pas initié de parcours ou d'aménagement spécifique ou individualisé en faveur des apprentis en situation de handicap. Donc, qu'est-ce qui se cache exactement derrière ce chiffre? Eh bien, la principale raison qui a été évoquée par les CFA est que le handicap des apprentis ne nécessitait pas d'aménagement spécifique ou individualisé. Pour autant, les 3 raisons arrivant juste après sont dans l'ordre. Alors, le problème de repérage des jeunes ayant une RQTH en amont du contrat, le manque d'informations sur les handicaps invisibles et enfin, la démarche qui est jugée trop complexe par certains CFA. Ça sera à vous de réagir, hein, parce que trop complexe, tout dépend comment on aborde le sujet. Si on l'aborde par le sujet de l'accessibilité, vous allez voir, hein, c'est alors d'ailleurs, pourquoi s'engager dans la démarche d'accessibilité de la formation pour tous? Ben, simplement, il y a 3 objectifs, hein, 3 objectifs qui sont, centraux, hein, dans cette démarche. Ben, vous l'aurez compris, hein, c'est favoriser l'inclusion, des personnes en situation de handicap dans le monde de la formation. C'est permettre un meilleur accès dans tous les organismes de France, voilà, organismes de formation de France. C'est sécuriser le parcours de l'apprenant en situation de handicap, c'est-à-dire tout le long de son parcours. C'est-à-dire que vous êtes, des CFA, donc la sécurisation, elle comprend aussi la partie en entreprise. Pour quels enjeux? Alors, c'est une démarche qui se veut opérationnelle. Donc c'est s'engager dans la mise en place d'une démarche d'accessibilité généralisée de toutes les formations, toutes les actions que vous organisez. Pas une, pas deux, l'ensemble de votre offre. Alors que ce soit financé ou pas par l'AGEFIP, hein, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment je rends accessible mon offre de formation dans une démarche très opérationnelle. Le deuxième enjeu, c'est s'inscrire dans une démarche qui est volontaire. Vous n'êtes pas dans une certification. Par contre, la démarche d'accessibilité qu'on vous propose là, d'entrer hein, dans une démarche de progrès, elle est interdépendante de votre certification qualité. Vous allez voir, parce que quand on va voir la notion de livrable qu'il y a derrière, vous allez mieux comprendre pourquoi c'est interdépendant avec votre démarche qualité. En tous les cas, ça impacte votre démarche qualité, quelle qu'elle soit. En termes d'engagement, ben vous l'aurez compris, hein, c'est développer un droit à la formation plus inclusif,
hein, parce que ça, c'est l'enjeu central. C'est aussi rendre lisible votre implication en tant qu'organisme de formation, hein, dans le développement d'une politique accessibilité, hein, comme je disais, hein, les poupées russes là, hein, qui s'emboîtent, tant vis-à-vis des publics, parce que c'est la première cible, c'est les publics, mais c'est aussi les partenaires, les financeurs de la formation. Donc l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de l'écosystème de la formation. Et puis c'est soutenir et accompagner en interne, les pratiques internes, des référents, du ou des référents, parce que tout dépend comment vous êtes structuré, organisé, et de vos équipes pédagogiques, voire de l'ensemble, parce que l'accessibilité, c'est à le faire de tous dans un organisme. Qu'on soit développeur, qu'on soit à l'accueil, qu'on soit dans la logistique, qu'on soit dans la pédagogie, alors principalement dans la pédagogie, mais sans le reste, l'organisme ne fonctionne pas. Donc c'est l'affaire de tous. Alors, c'est une démarche qui doit être pilotée, hein, par le référent handicap formation ou les référents en handicap formation, puisque c'est une démarche qui va se décliner par site. Donc voilà, le référent handicap, on l'a un petit peu symbolisé en Zorro parce que par moment, c'est, c'est compliqué, hein, de coordonner une démarche si on n'a pas une direction qui est présente, active, partie prenante de cette démarche-là. Voilà, donc des fois, effectivement, les référents handicap, ben, sont des véritables oraux, donc des véritables héros, on va dire même, dans leur mission, hein, parce que leur mission, c'est travailler à la fois auprès des, mmh, des apprenants en situation de handicap pour les accompagner dans le cadre de leur parcours, adapter les parcours, mais c'est aussi, hein, travailler de manière un peu plus macro pour accompagner cette démarche globale en matière d'accessibilité de la formation pour tous. Alors pour quel engagement? L'engagement, c'est un engagement, vous l'aurez compris, puisque c'est une démarche de progrès, c'est un engagement pluriannuel, hein, sur l'ensemble de vos sites si vous êtes pas, voilà, si vous êtes sur plusieurs sites, puisque on va décliner ensuite un engagement, hein, de manière plus formelle, donc sur l'ensemble des sites, y compris vos sites virtuels. On n'y échappe pas, présentiel, virtuel, c'est tous les sites. Et puis sur toutes les actions de formation, quand on dit toutes les actions de formation professionnelle, c'est bien entendu les formations de la formation professionnelle, mais aussi l'alternance. Voilà, y compris celles qui sont en distanciel. Donc l'idée, à partir du moment où vous allez vous engager, c'est de signer une charte. Voilà, vous l'avez à côté, le modèle de charte. Alors c'est une charte nationale qui a été déclinée sur l'ensemble des régions, parce que vous avez vu, hein, bon, il y a des logos, les logos des partenaires de la RHF, parce que la RHF, c'est un partenariat local, national, mais aussi très local, puisque la RHF est déclinée dans l'ensemble des régions de France et de Navarre. Donc, une charte d'engagement, et c'est une charte d'engagement qui prend en compte le multisite. Alors, au moins sur 4 sites. Si vous êtes sur du multisite au-delà de 4 sites, il faut revenir vers la RHF de votre région et on pourra adapter effectivement une charte adaptée à votre organisation. Alors, quelles sont les étapes? On va les revoir après, hein, puisque l'idée, c'est de vous faire une démonstration sur l'outil, hein, qui est au service de cette démarche-là. Quelles sont les étapes essentielles? La première, dans la première étape, il faut d'abord constituer un groupe projet. Un groupe projet qui est composé à minima d'un membre de la direction ou de la direction, mmh, d'un référent handicap, du référent handicap ou des référents handicap en fonction, hein, puisqu'on a dit plusieurs groupes projets, un groupe projet par site et d'un responsable formation. Alors dans les organisations, il y a parfois aussi des responsables qualité, il y a voilà. En fonction de votre organisation, en fin de compte, un groupe projet accessibilité, c'est de prendre tous les prismes qui permettent effectivement de réfléchir ensemble pour co-construire cette démarche. Donc, à vous de choisir, on n'a pas défini, hein, nous on dit: «Mettez en place un groupe projet» et à votre initiative de savoir qui vous mettez autour de la table en fin de compte pour réfléchir ensemble et pour être pertinent et d'avoir des métiers différents pour pouvoir réfléchir sur l'accessibilité de la formation, de votre offre de formation. Une fois que vous avez votre groupe projet, parce que c'est lui qui va être un petit peu déclencheur et de toute façon c'est lui qui sera notifié sur la charte, c'est d'auto-déclarer votre organisme sur la plateforme. Il va falloir ouvrir votre compte, en gros, puisque vous allez avoir un espace sécurisé.
et de créer les espaces membres de l'ensemble des membres du groupe projet. On a dit démarche co-construite, donc c'est un espace co-géré, voilà, sur la plateforme, donc sur l'outil digitalisé. Sur la seconde étape, ça sera de co-réaliser avec les membres du groupe projet, c'est toujours du collectif, l'auto-positionnement de votre niveau d'accessibilité. Ça, c'est la première année, vous avez un travail à faire qui va être un état des lieux de là où vous en êtes, en fin de compte, par rapport à votre accessibilité. La seconde, ça sera signer la charte parce que vous allez voir, la charte va devenir obligatoire pour pouvoir déclencher les livrables sur la plateforme. Donc, c'est l'engagement, c'est-à-dire vous avez votre groupe projet et tout est décliné sur la charte, les groupes projets sur les différents sites. Donc, c'est une charte d'engagement. Donc, il y a effectivement les engagements, c'est ce dont on a parlé précédemment. La troisième étape, ça sera de co-construire avec les membres du groupe projet, toujours. Puisque vous avez fait votre état des lieux, l'étape suivante, c'est de faire votre plan annuel de progrès en visant une amélioration des items d'accessibilité et à minima 2. À l'issue de ce plan d'action, vous allez réaliser à minima une fois par an une évaluation des progrès qui ont été réalisés, voilà, avec une restitution sur la plateforme, puisque vous allez voir, tout s'emboîte et tout est récupéré, tout est capitalisé en fin de compte sur cet outil digital. Et la dernière étape de cette troisième étape, c'est le troisième point sur cette troisième étape, c'est d'organiser une communication auprès des publics, parce que chaque année, vous allez progresser, donc chaque année, vous allez être un peu plus performant sur votre accessibilité. Donc, c'est communiquer auprès des publics, des intéressés, des apprenants, des partenaires, à la fois sur votre engagement et à la fois sur les réalisations. Voilà comment se structure cette démarche-là. Sur un cycle, alors, la démarche de progrès, c'est d'abord créer votre espace, c'est ce que je viens de dire, sur l'outil digital. Soit vous signez votre engagement tout de suite parce que votre groupe projet, c'est très clair. Soit vous prenez un petit peu de temps pour vous structurer, pour faire votre auto-positionnement. Donc, vous pouvez effectivement faire votre état de lieu et signer la charte après. Ce n'est pas un problème. Mais il faudra effectivement signer votre charte pour pouvoir éditer les livrables. Faire votre plan d'action. Donc, généralement, on est sur une logique de trimestre pour faire l'auto-positionnement et le plan d'action. Alors, si ça tombe pendant les vacances d'été, bien sûr qu'on vous donne un petit peu plus de temps, mais l'idée, c'est de prendre le temps de faire un auto-positionnement réaliste, parce qu'on est dans une démarche de progrès. Si vous nous dites que vous êtes à 100% accessible, on viendra vous voir, parce qu'on voudra effectivement admirer un organisme 100% accessible. Voilà, donc un trimestre pour pouvoir faire l'état des lieux et le plan d'action de l'année N. Ça veut dire qu'au bout de 12 mois, voilà, vous allez faire le bilan des actions que vous avez réalisées, vous allez actualiser votre auto-positionnement et puis faire le plan d'action de l'année N+1. Pareil à 24 mois, pareil à 36 mois. Et voilà, on est dans un cycle de progrès, donc une démarche continue de progrès en matière d'accessibilité. L'idée, c'est bien la temporalité. À partir du moment où vous êtes engagé sur la plateforme, c'est respecter un cycle d'1 an pour pouvoir effectivement mesurer votre avancée. Et vous verrez que la plateforme, l'outil digitalisé va vous permettre de mesurer vos avancées. Alors, quels bénéfices pour les organismes de formation? Alors, il y a pour la direction, la direction, elle va disposer, à travers cet outil-là, d'un outil de pilotage et de suivi de la politique handicap et de sa politique accessibilité, généralité de son offre de formation. Vous allez voir, parce que les livrables, quand même, c'est intéressant, tant par rapport à une gouvernance, à une direction, donc par rapport à capitaliser le travail collégial qui va être fait avec le groupe projet. C'est un support de valorisation des avancées de l'accessibilité, auprès des apprenants, oui, auprès des financeurs, auprès des partenaires, mais effectivement auprès de la gouvernance de la structure. Pour le référent ou la référente handicap formation, c'est disposer d'un support et d'un outil méthodologique pour déployer, conduire sa mission, parce que ça fait partie de sa mission,
au sein de sa structure, avec efficience et avec objectivité, hein. Rassembler tout le monde, c'est toujours compliqué. Travailler collectivement, parce qu'il n'y a pas que pas que l'accessibilité, hein, on le sait très bien, on le voit à travers Calliope. Voilà, c'est d'avoir un support méthodologique et un outil de valorisation de sa mission, puisque le travail, j'ai bien dit préciser tout à l'heure que c'est le référent handicap qui pilote cette démarche-là. Donc, de valoriser le travail de pilotage qui a été réalisé par le référent handicap. Quel bénéfice pour les publics? Alors, pour l'apprenant, hein, lui, ils seront en mesure d'identifier les organismes qui se sont inscrits dans une réflexion et dans une démarche de progrès continu de leur accessibilité, déjà. C'est de connaître les points forts, hein, de l'organisme auquel il va confier son parcours de formation. Et puis, c'est d'avoir repéré quelqu'un qui pourra l'aider à exprimer ses besoins et d'adapter son parcours, le référent handicap. Et puis, c'est aussi un moyen pour lui d'alerter la ressource handicap formation quand il constate des dissonances entre l'engagement qui est affiché de l'organisme et la réalité qu'il rencontre lui dans son parcours. Et ça existe. Donc, vous voyez, tout ça, hein, dans l'objectif de concrétiser un droit à la formation plus inclusif. Alors, si on passe, pour être plus concret là, hein, l'outil digital au service de cette démarche. Alors, vous avez un accès direct sur le site de la GFIP. Alors, vous avez dans le ici un lien qui va vous emmener sur la page acteur du site de la GFIP. Ça va se présenter comme ça, hein. Donc, avec un onglet, si vous descendez un petit peu plus sur cette page, évaluer l'accessibilité de vos formations. Et vous allez avoir un petit ascenseur. Alors là, je l'ai positionné sur Occitanie parce qu'on va aller sur la plateforme d'Occitanie. Vous descendez sur votre région et vous avez accès directement à l'URL de l'outil digital. C'est simple. La page acteur de la GFIP, du site de la GFIP, et vous avez accès directement à l'URL. Là, ce que je vous propose, c'est d'aller directement sur la plateforme pour vous montrer l'outil qui est à votre service en fin de compte. Je vous laisse prendre la main, Valérie. Oui. Par contre, il faudrait départager. Alors. Voilà. Je ne peux toujours pas partager. Il faudrait que j'ai la possibilité de partager mon écran. Vous n'avez pas la main sur le partage? Non. Alors, je vais m'adresser à Audrey. Il faudrait que je sois organisatrice. Voilà, c'est bon. Merci Audrey. Ah. Et nous avons une grande chef. C'est bon pour vous, voyez mon écran? Parfait. Alors, sur cette première page, voilà le site, hein, donc vous tomberez exactement sur un site de ce type-là. Alors avec des modulations, hein, par rapport à certaines régions qui a les centres ressources, mais grosso modo, hein, comme je vous l'ai dit, c'est un outil national qui a été déployé à compter de mars, puisque nous, en Occitanie, nous l'avons mis en place, nous l'avons mis en ligne au 1er mars. Donc, mais l'échelonnement a été fait entre mars et avril sur l'ensemble des régions de France. Donc, une plateforme qui présente, bien entendu, la démarche d'accessibilité. Je vais défiler, hein, parce que ça, je vais vous laisser le découvrir par vous-même, avec un encart sur la région Occitanie, les partenaires de la région, hein, qui sont ceux d'Occitanie, bien entendu. Et là, vous avez un compteur à la fin de cette première page, où vous avez le nombre d'organismes qui sont inscrits sur la plateforme et le nombre d'espaces membres qui ont été créés en lien avec les comptes sécurisés. Donc cette plateforme, elle est administrée par la ressource handicap formation de la région. On ne rentre pas sur la plateforme comme on le souhaite. Donc vous voyez, il y a un écart, hein, parce que bien entendu, des groupes projets, ce sont des groupes projets qui s'inscrivent et qui créent leurs espaces sur un compte organisme. Vous avez une page qui présente
la ressource handicap formation, donc l'offre de service, avec un encart sur la partie régionale, les publics à qui s'adresse la ressource handicap formation, avec un flyer avec les coordonnées de... c'est un flyer national avec les coordonnées régionales. Voilà. Je passe vite parce que ça, vous pourrez le découvrir si vous allez sur l'URL qui vous concerne dans votre région. Et la démarche de progrès. Donc, une présentation de cette démarche. Donc, c'est ce que je viens de vous expliquer. Autodéclarer sa structure, ouvrir son espace membre. Donc, ça, c'est rejoindre la communauté. Parce que, bien entendu, chaque région a un outil digital au service des organismes. Donc, rejoindre la communauté régionale, RHF. C'est s'engager, donc signer une charte. Donc là, il y a un modèle de charte que vous pouvez télécharger. C'est un fichier PDF, donc qui décline le pourquoi, le à quoi, le comment, voilà, avec quel soutien de la GFIP, de la ressource handicap formation. Et là, vous pouvez décliner effectivement votre engagement. Pour les monocytes, le premier groupe projet. La manière dont vous allez déployer, vous pouvez l'inscrire ici, puisque c'est un formulaire PDF. Et ensuite, comme je vous disais, la possibilité d'inscrire 4 sites avec des groupes projets par site. Et si effectivement vous dépassez les 4 sites, voilà, on peut vous faire une charte personnalisée. Donc une charte téléchargeable et facile à remplir puisque c'est un formulaire PDF. Donc s'engager, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, constituer son groupe projet. C'est la direction qui signe, c'est pas le référent handicap, bien entendu, puisque c'est le référent handicap, il ne va pas s'engager pour une structure. Donc c'est la direction ou voir la présidence, tout dépend comment vous êtes structuré. Je l'ai précisé, le référent handicap, c'est lui qui va piloter et organiser la réflexion en interne. L'état des lieux, on en a parlé tout à l'heure, l'auto-positionnement. L'axe de progrès, donc c'est définir le plan de progrès annuel, donc chaque année. Il y aura à mesurer les progrès, et là, donc, et décliner ce que je vous ai présenté tout à l'heure et communiquer sur sa pratique et son engagement auprès des publics, auprès des partenaires, des financeurs locaux. Donc les particularités régionales, mais bon, ça c'est pas ce qui est le plus intéressant. Vous avez aussi une page contact qui vous donne les coordonnées de la RHF, voilà, et puis la possibilité de joindre par ce formulaire. L'espace membre, parce que c'est ça qui va vous intéresser le plus. Alors, l'espace membre. Sur la page espace membre, quand vous allez créer votre structure, vous avez des petites vidéos de prise en main, créer son espace, se connecter à son espace membre, s'engager dans la démarche de progrès, compléter son autopositionnement, générer ses documents associés. Donc, c'est les livrables dont je parlais. Donc ça, c'est assez récent puisque c'était mis en place il y a peu de temps sur l'ensemble des plateformes régionales. Donc des petites capsules qui sont là, c'est des toutes petites capsules de 2 minutes, donc c'est facile aussi à visionner pour pouvoir vous engager. Donc, créer son espace membre, je vous ai dit tout à l'heure, c'est d'abord auto-déclarer sa structure. Parce que dans ce déroulé-là, si vous ne retrouvez pas votre structure, il faut auto-déclarer votre structure ici. Donc la déclaration, c'est simple, voilà. Il faut renseigner l'ensemble des champs. Donc un numéro ciré, puisque chaque organisme a un numéro ciré. Donc c'est une entrée par compte par numéro ciré. Si vous avez un organisme qui a plusieurs numéros cirés, vous pourrez avoir plusieurs comptes. Voilà, donc spécifié, là vous l'aurez. Et surtout, vous vous appuyez sur déclarer ma structure pour pouvoir apparaître dans le déroulé que je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, créer votre espace membre. Voilà, vous mettez votre nom, votre prénom, votre mail, etc. Et vous remplissez, si vous êtes référent handicap, si vous voulez que votre numéro de téléphone puisse apparaître au sein de la communauté. Je vous le montrerai tout à l'heure puisque ça permet de générer un annuaire. Voilà, donc moi, l'espace membre, je vais rentrer directement sur l'espace démo
d'Occitanie. C'est simple. Hop. Voilà comment se présente un espace membre. Donc, en première visu, vous avez un tableau de bord qui vous permet de voir et de générer là où vous en êtes. C'est l'état des lieux, là. Voilà. Le temps T+2, on va dire, puisque à partir du moment où vous êtes déjà engagé sur votre auto-positionnement, là, effectivement, il y a eu 3 interventions sur l'auto-positionnement, avec un taux de remplissage à 100% et un niveau d'accessibilité sur ce premier chapitre de 34%. Et pareil sur le deuxième chapitre. Donc ça permet de voir visuellement, ben voilà, nous on est voilà, sur l'espace démo qui, on a fait l'exercice au niveau de la ressource handicap formation Occitanie, même si nous ne sommes pas un organisme de formation, on a fait l'exercice de notre accessibilité. Donc là, on retrouve dans les informations la structure, voilà, la dénomination de la structure. Il est important que vous mettiez un logo, vous allez voir pourquoi, sur l'annuaire. Sinon, vous avez tous une petite maison, donc ça ne caractérise pas votre structure. Le profil, voilà, donc ça c'est le mien, hein, je m'appelle RHF, j'ai changé de nom. On peut mettre aussi un avatar, donc à vous de renseigner ce que vous avez envie d'enseigner et mettre en exergue ce que vous voulez. Et vous avez votre groupe projet, donc mes collègues, c'est le groupe projet. Ce jour, au niveau de la ressource handicap formation, nous sommes 2. Un 3e membre qui va arriver, mais qui ne s'est pas encore inscrit, mais qui s'inscrira bientôt. Voilà, là c'est le groupe projet, donc plus ou moins grand, hein, en fonction de la nature même de ce que vous avez décidé sur la constitution de votre groupe projet. Sur la politique accessibilité, quand vous allez vouloir vous engager, vous pouvez toujours télécharger la charte ici. Mais il va falloir déposer votre charte à partir du moment où elle sera signée par votre direction et vous engager en cliquant ici. Parce que déposer la charte ne suffit pas, il faut voilà, poser l'acte d'engagement. La démarche de progrès, alors là, on tombe sur l'auto-positionnement. L'auto-positionnement, il se constitue comme ça. Vous avez 2 chapitres. Un premier chapitre sur, beaucoup plus politique, hein, l'organisation de l'accessibilité de l'information pour tous. Et puis, vous avez un deuxième chapitre qui est s'adapter à chacun. Donc, on est plus dans l'adaptation des parcours des apprenants. Sur le premier chapitre, vous avez 6 items. Le cadre et organisation de l'accessibilité pour tous, la mobilisation et la professionnalisation des collaborateurs, la dynamique de progrès continu, l'accessibilité du bâti, l'accessibilité numérique et pédagogique, la communication externe. Et sur le deuxième chapitre, vous avez 5 items. Identification des publics et repérage des situations de handicap, définition concertée des besoins, la mise en place et suivi des adaptations, bilan du parcours et le suivi post-formation. Derrière chaque item, vous avez bien entendu des questions. Alors, on va prendre, par exemple, deuxième chapitre. Là, vous avez une question. À travers la mobilisation et la professionnalisation des collaborateurs, la question c'est informez-vous et sensibilisez-vous l'ensemble de vos collaborateurs pour leur permettre d'être acteurs de votre démarche de progrès en matière d'accueil, d'accompagnement des apprenants en situation de handicap. Quand vous cliquez sur la question, eh ben, vous avez un référentiel de bonnes pratiques. Vous avez un guide, en fin de compte, des illustrations qui vous permettent de savoir qu'est-ce que vous allez évaluer, comment vous allez faire votre auto-positionnement. Donc, c'est des illustrations qui vous permettent de comprendre les attendus par rapport à cette question-là. Alors effectivement, là, il y en a 12 hein, illustrations. Donc, c'est guidant. Vous avez aussi des ressources. Alors, pour l'instant, ce n'est pas complètement abouti. On est sur la V1 hein, de cet outil. Donc, on va travailler sur une V2 en améliorant la ressource pour vous aider aussi. Des éclairages, des vidéos. On verra de la ressource, en tous les cas, qui vous permettra de mieux comprendre les attendus encore au-delà des bonnes pratiques. La première chose que vous devez faire, c'est de notifier les actions que vous avez conduites. Donc, vous allez évaluer. Donc, vous allez notifier ici tout ce que vous avez déjà fait, parce que je pense que l'accessibilité, ce n'est pas nouveau pour vous, et que vous avez déjà conduit des actions.
Dans ce deuxième encadré, là, vous allez mettre les éléments observables. OK? À partir du moment où vous avez déjà renseigné tout ça, pour cette question-là, vous allez évaluer votre niveau d'accessibilité sur une échelle de 0 à 100. On est dans l'auto-évaluation. Donc c'est à vous de savoir comment vous allez évaluer. Et dans un quatrième encadré, là, vous avez effectivement progresser, ça veut dire mettre ici votre plan d'action. Définir votre plan d'action pour l'année N. Donc c'est là, effectivement, que vous aurez, quand on parle de progrès continu, à partir du moment où votre plan d'action a été mené, ben, vous avez conduit des actions. Donc vous revenez pour actualiser votre question là, cette question, et vous allez réactualiser au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre démarche de progrès. Et mettre des éléments observables, bien entendu. Donc et enregistrer parce que c'est important, hein, perdez pas les données quand vous allez travailler sur votre auto-positionnement. Si on prend une autre question, la première parce qu'il y a plusieurs questions, parce qu'il n'y a pas qu'une question par item. Parce que derrière ce référentiel, il y a donc, j'ai dit 2 chapitres, 11 items, 21 questions. Donc parfois, sur une question, il y a 4 questions. Un référent handicap est-il nommé? Paf, on va aller sur cette question-là, par exemple. Donc, la configuration est la même, des bonnes pratiques, les actions conduites, les éléments observables, le niveau d'avancement et le plan d'action. Donc, toutes les questions, donc ça fait 21 questions sur lesquelles il faut répondre. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'un trimestre pour pouvoir réfléchir ensemble, donc faire cet état des lieux et mettre en place son plan d'action. La première année, elle est essentielle parce qu'on se met effectivement, hein, sur les rails de sa démarche de progrès continu. À partir du moment où vous avez fini votre auto-positionnement, vous avez vu là j'ai rempli à 100%, hein, c'est ce qui était noté dans le tableau de bord de départ. OK? Vous allez pouvoir éditer des livrables. Donc, vous avez la possibilité d'éditer 2 livrables. D'abord, une attestation. Donc celle-ci, elle date, hein, puisqu'elle date du 25 avril. Donc on retrouve les 2 chapitres, les 11 items, la date où vous avez réalisé votre auto-positionnement et le niveau d'avancement que vous avez évalué. Donc ça permet à cette date-là de voir là où vous en étiez. Sachant que l'outil capitalise tout l'historique de vos éditions. Donc du temps T0 jusqu'au temps N où vous serez. Donc ça, c'est un premier livrable. Deuxième livrable, c'est un dossier de synthèse. Voilà, un dossier de synthèse qui se présente comme ça. Donc toujours avec les logos, hein, des partenaires, des référents, de la ressource handicap formation, pardon. Donc il est daté aussi. Et vous avez tout ce que vous avez décliné sur votre auto-positionnement, tout ce que vous avez saisi sur votre auto-positionnement, question par question, l'entièreté de ce que vous avez saisi. Donc vous voyez bien, hein, 1er dossier, 2e dossier, chaque année un dossier et là vous voyez effectivement votre progrès évoluer, enfin votre démarche évoluer et votre démarche avancer. Donc bien entendu, des livrables. Alors aujourd'hui, votre certificat qualité, vous avez, une obligation de l'afficher, hein, dans votre structure, mais aussi sur votre site. Eh ben, le document d'attestation, par exemple, peut effectivement être un outil de valorisation, au sein de votre centre de formation. Je parlais de cet outil-là, pas votre dossier de synthèse, mais celui-là. Donc 2 livrables avec l'historique, puisque vous voyez ici, hein, quand je vais sur auto-positionnement, il y a tout l'historique, le petit historique que je peux avoir, mais voilà, l'historique qui va grandir et donc la déclinaison de l'ensemble de la documentation que vous allez éditer. Vous avez un espace ressources et ça, c'est important, l'espace ressources. Alors un espace ressources, là, moi nous avons réalisé avec l'équipe, hein, une arborescence, un espace ressources où vous allez retrouver votre charte
mais vous allez retrouver tous les documents que vous allez pouvoir poster sur votre espace, sur votre compte. Alors nous, l'idée qu'on a eue en Occitanie, c'est de partager auprès de la communauté l'ensemble de nos outils, de notre documentation, au niveau de la ressource handicap formation. Voilà, alors si je vais quand je dis partager, vous aurez une lecture un peu plus exhaustive si je viens ici. Donc sur le pilotage de la démarche, voilà, on a mis le kit minimum accessibilité, des informations sur, la plateforme de prêt de matériel en Occitanie, l'offre de services de la RHF, la fiche de mission du référent handicap, et cetera. La grille d'autopositionnement. Donc vous avez vu, hein, je vous ai présenté, c'est très verticalisé. Nous, on a mis en place un fichier Excel qui permet d'avoir l'entièreté de l'outil d'autopositionnement pour permettre effectivement de travailler notamment sur les multisites, de travailler site par site pour pouvoir le redécliner sur l'outil digital. Voilà. Bon, on a une actu RHF, en Occitanie, donc les actus qui concernaient, l'accessibilité, la compensation, la méthode Falk aussi, voilà, un certain nombre de documentation. Plus vous allez renseigner, plus vous allez, structurer votre espace ressources et pouvoir partager des données au sein de la communauté, RHF, hein, qui se constitue, hein, vous avez vu, hein, 238 organismes. Et partager, ben, ce que vous avez envie de partager, hein, vous n'êtes pas obligé de tout partager. Mais nous, en tout état de cause, ça a été notre posture de partager, la documentation auprès des référents handicap, mais aussi des membres des groupes projets. Et je vous ai parlé d'un annuaire. Voilà, l'annuaire. Donc quand vous cochez, hein, si vous êtes d'accord pour communiquer vos coordonnées, eh ben, on va prendre par exemple, eh ben, je sais pas, l'AFPA de Riesewald. Voilà, donc vous avez, l'adresse, le contact et vous avez les membres du groupe projet avec leurs coordonnées si vous avez accepté de partager, vos coordonnées au sein de la communauté. Donc important de mettre ce logo parce que sinon vous avez une petite maison comme ça. Bon, c'est pas très glamour. Voilà, donc l'annuaire, bah, des 238 organismes qui se sont déjà inscrits sur la plateforme. Voilà pour la présentation de cet outil. 239, tiens, il y a un organisme qui s'est inscrit il y a pas longtemps. Voilà, hein, c'est pas une démarche qui est complexe, c'est une démarche qui se structure surtout au sein de votre organisme et plus vous l'aurez structuré en amont, plus ça sera facile effectivement de l'engager. Alors, pour les multisites, c'est une démarche particulière parce que vous n'avez qu'un seul compte si vous avez un numéro ciré, vous n'avez qu'un seul compte sur lequel vous allez tout capitaliser. Bah, merci beaucoup Valérie pour, votre présentation. Alors j'ai vu que ça suscitait, énormément de questions. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va continuer du coup sur la partie, prise en charge et financement. Et puis s'il nous reste quelques minutes, eh bien, on pourra peut-être Valérie, au moins balayer, 2-3 questions, parce que je votre présentation, c'est vrai qu'elle a suscité beaucoup de questions, donc je pense que voilà, si vous pouvez apporter quelques réponses d'ici là. Mais sinon, je tiens vraiment à tous vous rassurer, c'est-à-dire que l'ensemble de vos questions, on va toutes les reprendre et elles feront l'objet d'une FAQ que l'on pourra vous communiquer a posteriori. Et bien évidemment, on tiendra compte des questions que vous pouvez poser en lien avec le financement, la prise en charge et puis toutes les questions qui pourront, concerner la présentation, de Valérie. Voilà, donc je vais de nouveau vous partager mon écran. Ça doit être bon. Donc, en pratique, les modalités de prise en charge par au COEP. Donc, toujours données issues de l'enquête 1000 CFA. Donc, malgré leur organisation pour l'intégration et le suivi d'apprentis en situation de handicap, donc 65% des CFA n'ont pas encore sollicité les aides qu'OPCOEP peut mobiliser avec eux. Pour autant, 27% des CFA reconnaissent ne pas avoir sollicité l'aide financière à cause d'une méconnaissance du référentiel unique. Donc c'est vrai, ce qui est quand même dommage.
Alors, les pièces qui sont nécessaires à fournir à Opco EP sont, donc bien évidemment, la convention de la formation, hein, sur laquelle doivent apparaître le montant des coûts pédagogiques et le montant de la majoration en lien avec l'accompagnement. La majoration, donc qui pour rappel, hein, peut aller jusqu'à 4 000 €. Le CERFA, qui sera également à fournir, et la facture, qui devra d'autre part donc faire mention du montant de la majoration. Et point important, le CFA doit conserver les pièces qui permettent de justifier du montant demandé en cas de contrôle. Quant au justificatif du statut de RQTH, eh bien, ce sera à l'entreprise de produire cette pièce en cas de contrôle. Rien n'empêche le CFA d'en conserver une copie dans son dossier. Donc, le référentiel unique, c'est un outil qui est là pour vous aider à formaliser l'accompagnement des alternants en situation de handicap, de leur parcours de formation aux équipements et soutiens qui seront nécessaires. Donc, ce référentiel, comme vous les voyez, est composé donc de 6 modules, dont chaque module va se décliner en 3 niveaux de tranches horaires avec des montants indicatifs par niveau, ce qui va vous permettre de formaliser et d'évaluer financièrement l'accompagnement et la majoration. Et la majoration, elle répond bien aux besoins individuels de compensation des compétences du handicap et elle va permettre d'adapter l'accueil et le parcours des alternants en situation de handicap. Et après échange avec certains CFA, hein, lors des entretiens 1000 CFA, eh bien, des CFA ont reconnu qu'ils auraient pu nous demander un financement, alors notamment sur le module 2, adaptation pédagogique et aménagement des épreuves, car il y a bien eu des adaptations pédagogiques et des aménagements, mais malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Et c'est vrai que du coup, encore une fois, c'est dommage. Parce qu'on peut aller quand même jusqu'à 3 000 € sur ce module-là. Alors, nous avons 4 cas de figure qui ont été identifiés. En ce qui concerne, les différentes situations de niveau de prise en charge des apprentis en situation de handicap. Donc, le premier cas de figure, alors c'est le plus simple. La RQTH, elle est acquise en amont de l'entrée en formation et du coup, la majoration, elle est demandée dès l'engagement du contrat. Donc là, il n'y a pas de complexité particulière. En revanche, pour le second cas de figure, il arrive, hein, que la RQTH ne soit acquise qu'en cours de contrat. Donc dans ce cas précis, eh bien, le CFA devra rédiger un avenant à la convention initiale et cet avenant donc devra nous être envoyé pour que Opco EP puisse adapter, la prise en charge en conséquence. Alors attention, hein, cependant, si jamais cette modification, elle intervient après le 12e mois de la première année, alors le paiement de la majoration, eh bien, il ne pourra intervenir que pour le compte de la deuxième année. Il n'y a dans ce cas pas de rétroactivité possible. Le cas de figure numéro 3, quant à lui, concerne le changement de montant de la majoration. Ce montant, en effet, il peut tout à fait, évoluer d'une année à une autre et le CFA devra, dans ce cas-là, également rédiger un avenant à la convention entre le 10e et le 11e mois de la première année ou de la deuxième année selon la durée du contrat et bien évidemment transmettre cet avenant à Opco EP. Alors attention parce que si jamais ce délai-là, eh bien, il est passé, le montant prévu sur la convention initiale, eh bien, sera celui qui sera pris en compte par Opco EP. Et enfin, s'agissant, du dernier cas de figure, en cas de rupture anticipée du contrat, malheureusement, ce sont des choses qui arrivent, eh bien, dans ce cas-là, le montant qui sera versé par Opco EP se fera au prorata de la durée du contrat. Voilà. Ici, donc sur cette slide, vous pourrez retrouver donc,
le numéro unique, hein, pour vous informer sur les critères et le suivi de vos dossiers. Et puis, vous pourrez, avoir, les coordonnées des conseillers sur les territoires via le lien que nous vous transmettrons avec le support. Donc, nous avons fait, le tour de cette, présentation. Je pense qu'on va peut-être pouvoir alors, aller répondre à 1 ou 2 questions, si Valérie vous en êtes d'accord? Alors, les questions. Alors juste répondre parce que j'ai vu dans le dans le fil de discussion. Oui, Bien entendu, vous pouvez être accompagné dans votre démarche. Il faut, sur les sites de la GFIP, vous avez aussi, les contacts et puis même sur la plateforme, hein. Si vous souhaitez être accompagné dans votre démarche, notamment sur, la partie auto-positionnement, mais aussi sur votre plan d'action ou en amont, hein, pour sensibiliser la direction, vous pouvez être accompagné par les conseillers RHF de chaque région. Donc, les contacter sur la plateforme, tout simplement. c'est vrai que j'avais vu passer cette question Valérie. Mmh. Mmh. Hem, Alors c'était bien un site, les sites sont nationaux et déclinés en régions. C'est pour ça qu'effectivement, il y a les logos. Chaque RHF est en partenariat et est géré en partenariat avec les financeurs de la formation professionnelle de la région et puis les prescripteurs, hein, donc les acteurs du service public de l'emploi. Donc c'est pour ça qu'il y a une déclinaison régionale, mais c'est une charte nationale, c'est un site national. Je le précise parce que c'est important et la charte, vous la retrouvez sur chaque, site régionaux. alors Valérie, là, j'ai une question. Est-ce que l'AGEFIP accompagne les référents handicap pour remplir la grille d'évaluation des besoins? Oui aussi, puisque là, on est dans la compensation du handicap. Enfin, nous, on le fait sur Occitanie, hein, mais vous pouvez vous rapprocher de la ressource handicap formation, des conseillers RHF de votre région. Ils vous aideront à la renseigner. Sachant qu'aujourd'hui, hein, l'aide, à l'adaptation aux situations de formation, elle est aujourd'hui digitalisée, hein, puisque si vous allez sur le site de la GFIP, vous pouvez ouvrir votre compte et déposer, votre demande d'aide. Mais pour remplir cette fameuse grille, hein, d'analyse des besoins, par rapport à la situation de handicap, bien entendu, on est là pour vous accompagner. Alors, doit-on faire un autopositionnement chaque année? L'auto-positionnement, il est fait au départ. On fait une photo de départ, hein. C'est un peu quand vous faites un positionnement, auprès de vos apprenants. Faites une photo de départ à partir du moment où vous rentrez dans le parcours de formation. Et ben, vous faites votre auto-positionnement, donc une photo de départ et vous allez effectivement actualiser progressivement et au fil de votre avancée, de votre démarche continue, ben, votre auto-positionnement. Donc l'auto-positionnement, il va grandir. Et la photo, elle est faite au départ. C'est pour ça qu'il faut être le plus fidèle possible pour, regarder les marges de progrès que vous allez pouvoir faire, mais après c'est juste une actualisation, Et puisque là, c'est conservé sur votre espace. on a cette démarche, va-t-elle être obligatoire pour les CFA? Elle n'est pas obligatoire, comme je l'ai précisé, elle est volontaire, mais elle est concomitante à votre démarche qualité. Alors demain, je ne sais pas comment ça va évoluer, hein. Si la DGFP demain fait une V8 avec une obligation de charte, j'en sais rien. En tous les cas, en Occitanie, nous avons Certif Région et la charte est devenue obligatoire. La signature de la charte est devenue obligatoire sur les critères spécifiques de Certif Région, qui est un Qualiopi+. Mais je ne sais pas comment ça va évoluer au niveau national. En tous les cas, ce n'est pas obligatoire. En tous les cas, c'est des obligations que vous avez aussi, hein, je l'ai bien précisé au départ. Vous avez des obligations en matière d'accessibilité, de la formation pour tous, puisque vous êtes un OF et le système doit évoluer, doit progresser dans l'accessibilité et pourra être dans une démarche de formation inclusive. Alors demain, vous aurez un kit de valorisation de votre démarche. On est en train d'y travailler au plan national, hein, pour justement vous donner des outils de valorisation. Ils sont pas encore prêts, mais 2024, ils seront prêts. C'est un démarrage, hein, cette plateforme, elle est récente, puisqu'elle a été déployée, comme je vous l'ai dit, entre mars et avril de cette année. Alors, il y a les démarches H+, je l'ai vu, hein, sur le fil de discussion. Il y a démarche H+, hein, en Auvergne-Rhône-Alpes et puis il y a
la démarche aussi, du CRFP, en Nouvelle-Aquitaine. Demain, cet outil sera déployé sur aussi ces 2 régions. On y Mais écoute travaille. Pardon. écoutez Valérie, vraiment un grand merci. Merci à vous, merci à tous les CFA qui nous ont rejoints, qui se sont connectés pour assister à ce webinaire. Donc je vous le rappelle, hein, ces questions-là, on va toutes les reprendre et nous vous enverrons ultérieurement donc les questions avec les réponses, de même que le support utilisé pour ce webinaire et puis, le lien pour éventuellement pouvoir le visionner à nouveau. Un grand merci à vous, merci, encore à Audrey, merci Valérie. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis peut-être à bientôt, à l'occasion d'un nouveau, webinaire. Au revoir à tous et merci beaucoup. Au revoir.